En gros, une fois que j'ai présenté ça, c'est sympa, je suis le concept à peu près, mais comment on le met en œuvre, tout ça, d'accord? Je vais essayer rapidement de vous donner quelques cas concrets de leviers actionnés ou de projets qui font qu'on avance dans cette culture et ce chemin. Parfois, ça prend du temps de développer ces cultures-là, et comment on le fait? Alors voilà, on avait mis nous ce référentiel en place, on l'avait défini il y a 6-7 ans, assez vite. Il tient plutôt bien la route, il n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais en fait, il explique à des organisations quoi faire vers les parties prenantes extérieures, les fournisseurs, comment impliquer les clients, les écoles, les étudiants, les startups, les concurrents, et quoi faire vers l'interne, d'accord? Et en fait, il y a toute une série de leviers à actionner, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, souvent, l'innovation, elle démarre par un problème, en fait. On pense toujours que l'innovation, elle démarre par une idée. Mais non, l'innovation, c'est parfois, j'ai un problème à résoudre. Donc, vous vous souvenez de Procter & Gamble. Et du coup, là, j'aime bien ce cas-là. SGP, j'en ai parlé tout à l'heure, la Société du Grand Paris, ça devient un gros client pour nous. Donc, le grand métro autour de Paris, un chantier de 20 ans. Ils ont des challenges, mais hallucinants. Vous vous rendez compte, c'est 80 gares autour de Paris. Ils vont lancer les travaux. Et par exemple, pour gérer les déblais, pour gérer la mobilité, les trafics pendant les phases de grands travaux. C'est juste un cauchemar à gérer, quoi. Essayons de le faire ensemble là. Je vais vous expliquer la démarche de Société du Grand Paris. Ils se disent, finalement, on a 200 super ingénieurs. Et puis autour de nous, on a une communauté de 1500 experts qui viennent des grands groupes, etc. Donc on est un peu en communauté là-dessus. Eh ben, on pense que les challenges ils sont tels qu'il y a probablement, au-delà de ces personnes-là, des gens qui peuvent nous amener des solutions qu'on n'a pas, vu la taille de l'enjeu des grands. Et du coup, ils se disent... et deuxième sujet aussi, j'aimerais le mettre en parallèle, il y a la pratique classique connue de travail, c'est l'appel d'offres. Ce qui pourrait se dire, c'est dire, OK, pour les déblais, on va faire un cahier des charges, on va s'y mettre à 3, on va faire le cahier des charges sur les déblais. Donc déjà, on va complètement fermer la démarche parce qu'on va cadrer le truc. Après, on va faire un appel d'offres sur les fournisseurs qu'on connaît déjà. Mais tu risques de passer à côté de gens qui ont peut-être des super idées, mais non, on va envoyer au même. Donc là, je referme un grand coup. Moi, j'ai écrit un article là-dessus, c'est l'appel d'offres est un tue l'innovation. Parce que par processus, en fait, ça tue l'innovation. Et troisièmement, après, quand on en sélectionne un sur les 3, on négocie. Ah ouais, on serre le kiki pour baisser de 20%, on se bat. Et après, pendant les 5 ans qui viennent, si vous osez demander un changement, vu que vous avez négocié 30%, vous vous faites allumer, il n'y a plus rien qui bouge. Donc c'est un cycle qui, pendant X années, est complètement figé, finalement, mais par nature du processus. Et bien finalement, ça, c'est quand on a un challenge comme ça, gérer les déblais pendant les phases de grands travaux, eux, ils se disent, on va faire plutôt un appel à projet, très ouvert, vers les startups, vers les grands groupes. S'ils veulent se mettre ensemble, ils peuvent. Et on va dire, aidez-nous à trouver des solutions super innovantes pour gérer les déblais. Aidez-nous à gérer des solutions innovantes pour gérer, pendant les phases de grands travaux, l'accès aux petits commerçants. Donc ils appellent ça des défis. Et nous, on anime les défis, en fait. On fait les appels et on anime un défi, un problème. Et là, alors eux, la manière dont ils font, parce qu'on est parfois obligé de faire des appels d'offres par réglementation, ils disent finalement, on va faire 3 projets pilotes avec les gagnants, déjà. Donc il y a cette motivation pour les acteurs de participer pour faire 3 contrats de projets pilotes avec la société. Et tout ce qui s'est passé dans le défi leur sert à mettre ça dans l'appel d'offres. Et là, ils ont réenrichi leur cahier des charges par toutes les idées innovantes qu'ils ont vues dans la phase d'appel à projet. Donc vous voyez, ça c'est vraiment des manières différentes de travailler. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc je me dis qu'un appel à projet d'un acteur ou d'un pool d'acteurs, parce que c'est un peu la tendance qu'on voit, qui dit on prend un sujet et on passe en mode ouvert et on se laisse surprendre, hein, parce que c'est un peu ça, on se laisse surprendre par qui va répondre, on se laisse surprendre par des idées et on a un processus transparent pour vraiment trouver des solutions pour résoudre nos problèmes. Et là, on est déjà dans ces modes de travail-là. Donc, je pense qu'en effet, ça pourrait être complètement adapté à ce genre de sujet. Et on va aller plus vite, on va embarquer les gens,
Et il y a plein de cercles vertueux à faire tout ça, en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Un exemple que j'aime bien, un peu en variante de ça, c'est pas j'ai un problème, j'appelle un projet, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, les challenges d'innovation. En prenant l'exemple, allez, Ajaccio 2025. C'est quoi la vision? Faisons un grand concours d'idées pour booster finalement qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux pour créer de la valeur pour la ville. D'accord? Et ça prend plutôt la forme d'un concours. C'est-à-dire, on peut rendre des thématiques, on va dire le transport, le tourisme, etc. Et on appelle à projet. Donc, ça ressemble moins à une résolution de problème qu'à un concours. Et là, on appelle plutôt des acteurs nouveaux, peut-être pas qu'en Corse d'ailleurs, très ouverts, à dire venez nous. Et on dit le processus qu'on va faire. On dit venez, vous déposez vos idées sur Community. On met un process de sélection avec un comité. Voilà le comité qui va sélectionner. Et il y a 3 projets qui gagnent ça. Qu'est-ce qu'ils gagnent en général? Ils vont gagner un projet pilote pour faire avec la ville. Et ça, on est en train de le vivre. On est au cœur de ça, nous. Là-dessus, ça s'appelle le projet Spark Life Contest. C'est sur la qualité de vie. Pour moi, c'est un peu l'open innovation au carré. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, c'est open innovation, c'est-à-dire relation grand groupe start-up. Là-dedans, il y a Accor Hôtel, il y a Sodexo, il y a Crédit Agricole, il y a Steelcase qui fait du matériel de bureau, et il y a un projet The Card. Donc, eux, ils disent, sur la qualité de vie, on veut chercher des startups innovantes au sens très large, la qualité de vie. C'est manière différente de travailler, la qualité de vie au travail, la qualité de vie dans la ville, dans les interactions sociales, dans le bien-être, dans la santé. Donc, très large. Venez nous proposer des solutions. Et on vous dit, le processus, c'est qu'on va sélectionner 4 projets, 4 par partenaire, enfin 4 projets avec... Et chaque partenaire va faire un projet pilote avec. Et on a fait un tour d'Europe pour aller stimuler les écosystèmes à Lisbonne, de start-up à Barcelone, etc. Et le concours est en cours. D'ailleurs, s'il y a des start-up corses qui veulent participer, c'est ouvert. Je fais un peu ça parce que quelle fierté j'aurais à dire que je suis venu aussi et qu'il y a une des start-up qui gagne le concours qualité de vie de Spark Life. Donc, soit il y en a ici, soit vous en connaissez, essayez de faire... C'est pas la pub pour le concours, je serais tellement fier qu'il y ait une de nos startups qui gagne le concours. Le site web, c'est sparklife-contest.com, je vous donnerai ça si besoin. Et pourquoi ils font ça, en fait? Et du coup, ils veulent, pareil, en mode concours, trouver une ou 2 boîtes avec qui ils vont faire un truc très innovant qu'ils n'auraient pas fait tout seuls. Et pourquoi elle est au carré, l'open innovation? Parce qu'ils estiment qu'en se mettant tous ensemble, ils ont une force de frappe, de communication et d'accès à l'écosystème plus fort que s'ils avaient fait tout seuls. Donc il y a un peu cette double dimension-là. Et je pense que voilà, là aussi, c'est des nouvelles manières de travailler. J'avais une discussion super intéressante là-dessus tout à l'heure en disant, est-ce qu'on est encore dans une époque où les startups, elles sont méfiantes? C'est-à-dire, ah, mais ils vont peut-être me piquer l'idée. Moi, j'ai connu ça, hein, les France Télécom et tout. Combien il y a de cas, d'histoires en disant, vos enfants ou nous, on a un projet, une idée, un peu plus qu'une idée. On commence à faire avancer le projet étant en cours de développement, mature, un peu comme Community, disons, voilà. Et finalement, est-ce que j'ai plus à perdre ou à gagner de faire un partenariat avec un grand groupe? Il y a toujours un peu cette attitude de méfiance, finalement, de se faire piquer l'idée. Alors, ma reco que j'ai, c'est si vous avez une discussion, peut-être par quelqu'un que vous connaissez, un peu dans un grand groupe, etc., c'est moins évident que peut-être vous allez maîtriser le processus. Mais quand il y a des choses comme ça, un grand concours d'idées, où on a communiqué, où les processus sont ouverts, le processus de sélection est décrit, il y a des prix à gagner, c'est de quasiment impossible que vous fassiez piquer l'idée par le grand groupe si vous êtes dans ce processus. Ils ont tellement à perdre de vous piquer l'idée, que ça se sache et que ça s'est fait dans ce programme, eux, ils nous payent cher pour organiser ça. Ils mobilisent leurs ressources internes. Donc, il y a toutes les conditions pour que ça n'arrive pas, en fait. Et donc, c'est intéressant de voir que dans la posture d'ouverture, on retrouve un peu du contexte vertueux. On a fait un baromètre avec le village Baïséa. Le Crédit Agricole a créé aussi des espaces de coworking. Et on a mesuré 3 choses assez simples. On a dit, on va interroger les grands groupes et on va interroger les startups en disant, selon vous, est-ce que la relation entre vous va mieux depuis 1 an ou depuis avant? Et on a dit, on va mesurer 3 choses. On va mesurer la rapidité, la simplicité et la bienveillance. Et on a demandé, est-ce que ça va plus vite qu'avant? Est-ce que c'est plus simple de bosser entre vous? Et est-ce que vous êtes plus bienveillant? Et bien, on a toujours une attente sur la simplicité, la rapidité. Ça ne va jamais assez vite pour les startups qui bossent avec des grands groupes. C'est jamais assez simple.
les grands groupes ça, mais on a été agréablement surpris de voir que et les startups et les grands groupes commençaient à dire que côté bienveillance, ça va mieux. Et je pense que, ouais, on voit bien qu'il y a un terrain favorable qui fait qu'on change la manière d'interagir et de collaborer aujourd'hui, et on va aller inexorablement vers une accélération de ces collaborations-là entre acteurs. Je vais avancer, juste pour vous dire que nous, il y a aussi le pendant interne de ces concours. Nous, en fait, quand je décris tout ça, c'est ça que Blue 9 fait. Nous, on est payé. Moi, j'ai créé une boîte où on nous paye pour faire des trucs comme ça, en fait. C'est cool, parce que vous voyez, on fait des concours d'innovation avec les startups, on fait des concours internes. C'est dur parce que ça reste du management, je suis fatigué et tout, mais quand même, de se faire payer pour faire des trucs comme ça, je suis quand même content. Parce que voilà, on est sur la croissance, sur l'innovation. Et donc, on anime parfois des concours internes aussi, à La Poste, pour mobiliser les collaborateurs. Galerie Lafayette, ils sont 15 000 collaborateurs, on a fait 2 éditions pour eux, et là, en interne, ils disent, sur le futur de nos métiers, ils disent à leurs collaborateurs, on fait un grand concours, vous vous mettez en équipe, et vous venez proposer des sujets, et pareil, on va sélectionner 3 projets, on va vous donner les moyens de faire un projet dans la continuité de votre boulot. Et ça arrive de plus en plus fréquemment. Vous vous souvenez pourquoi je présente tout ça? Ça contribue à changer la culture. Parce qu'en fait, on parle d'intrapreneuriat, ça va créer des équipes qui se comportées comme des entrepreneurs à l'intérieur de l'organisation et qui ont poussé leur projet. J'avance un peu là-dessus sur les boîtes à idées. Ouais, c'est intéressant, on parlait avec Lisa de Pernod Ricard tout à l'heure. Bon, un petit coup, Lisa, c'est ça. En fait, c'était un projet intéressant, parce que là, c'est sur l'interne. Donc, c'est Pernod Ricard. Juste vous donner un peu le contexte. C'est aussi un exemple de grand groupe, mais c'est intéressant, je trouve. Pernod Ricard, c'est 65 marques différentes, hein, Absolut Vodka, les pastis, les cognacs, etc. Et finalement, ils disent, l'innovation, c'est le prochain goût de tel ou tel alcool, le prochain goût de tel ou tel packaging. Mais ils ont quand même un problème, c'est que toutes ces boîtes-là, elles sont très silotées. Chacun fait son innovation et son marketing, chacun dans son coin, je dis. Et en même temps, quand Alexandre Ricard se dit, mais c'est quoi l'innovation pour le groupe, à l'échelle du groupe, c'est pas le prochain goût de tel ou tel alcool ou de tel ou tel packaging, c'est la convivialité du futur. C'est le avant, pendant, après de la consommation. Nous, Pernod Ricard, c'est là qu'on veut être. On veut inventer des nouveaux services, des nouveaux produits qui réinventent la convivialité après. Vous voyez, donc on n'est pas loin des sujets de la qualité de vie non plus, etc. Tout ça, c'est très poreux. Hein. Mais du coup, pour faire ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, on va prendre. Je fais beaucoup, en déroulant, je me dis, je fais de la pub pour Community. On va prendre un équivalent Community pour l'interne. Aujourd'hui, c'est les concurrents, ça serait Facebook at Work ou des acteurs qui font des réseaux sociaux pour l'entreprise en interne. On va prendre un outil et on va demander à Bluenov de nous lancer une communauté d'innovation où on va demander à plein de collaborateurs dans ces différentes marques de faire de la veille ensemble sur qu'est-ce que c'est la convivialité du futur. A priori, on n'en sait rien. Mais remontons du terrain des idées, des sujets, et parlons-en en ligne pour faire émerger des thèmes, des projets qui sont sur la convivialité du futur. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que c'est quoi? C'est une tendance qu'on voit depuis 3-4 dernières années, c'est que la veille concurrentielle, entre guillemets, elle ne se fait plus en mode cellule. Ça ne fait plus en disant je prends 2 personnes qui font la veille, je les mets dans un coin, ils font leur veille, ils font des newsletters et ils informent. La tendance nouvelle, c'est l'approche communautaire. C'est qu'en fait, la veille, elle doit être faite par tout le monde. Et comme l'innovation d'ailleurs, ça concerne tout le monde. Donc ce qu'on voit apparaître comme projet, c'est encore une autre nature de projet qu'on fait, c'est par exemple, lancez-nous une communauté de veille innovation sur un outil de réseau social. Ça, c'est typiquement des missions qu'on a. D'accord? Et c'est une manière différente de travailler. Et très honnêtement, ça ne concerne pas que les grands groupes. Moi, je suis une petite boîte de 40 personnes. On a un réseau social qui est l'équivalent professionnel de Facebook, Facebook Workplace. Mais c'est impressionnant comment c'est efficace, quoi, de travailler avec un outil de réseau social. Et puis j'en parlais aussi tout à l'heure. Tout ça, en quoi ça change ma posture managériale? Je vais vous donner juste un petit exemple de moi, en quoi ça a changé, pour l'illustrer sur un truc hyper concret. Maintenant que j'ai un réseau social où je sais que tout le monde y va, tout le monde regarde, c'est réactif parce que tout le monde s'est approprié, chaque fois que j'envoie un mail je m'apprête à envoyer un mail à plus de 2 personnes, j'arrête mon mail et je le mets sur le réseau social. Je fais ça parce que, en fait, là, je me dis, attends, là, Martin, tu es en train d'envoyer un truc à 2-3 personnes, ça veut dire qu'a priori, ce n'est pas confidentiel,
ça peut concerner tout le monde. Pense open. Il y a peut-être parmi les autres personnes que les 3, des gens qui vont te faire un feedback que tu n'avais même pas prévu sur les 3. Je mets ça dans mon réseau social et bam. Ah, mais ça, on l'a déjà fait. Mais la personne qui me dit ça, ce n'est pas ceux que j'avais envoyés au destinataire. Et vous multipliez ça au quotidien par plein de trucs. Et là, vous changez un paradigme, en fait, de manière de travailler, d'avoir de l'implication du plus grand nombre, de l'accélération, etc. Et ce n'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Pour que la sauce prenne de manière de travailler comme ça, c'est pas facile non plus, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on bosse, en fait, et c'est comme ça qu'on contribue à une culture ouverte et collaborative. J'essayais juste d'illustrer concrètement, vous voyez ce côté posture personnelle individuelle, quand on est un peu dans l'a priori confidentiel, en fait, j'appelle ça le ouvert par défaut. Hein, c'est-à-dire, a priori, je dis à tout le monde, et après, je dis à qui je dis pas, plutôt que, a priori, je dis à 2 et à qui d'autre je devrais le dire. C'est pas pareil comme démarrage d'état d'esprit. Sur les communautés, j'aime bien, mais j'en ai parlé un peu avec, je vais parler de celle-là peut-être, vous vous souvenez, le lab de Red Light, où on essaie sur les chaussures, on parle. Ça, c'est la version digitale, en fait. C'est le community avec les clients. En fait, l'idée, c'est de dire, il y a peut-être des gens qui font du marketing, là, les outils classiques du marketing, c'est je fais un focus group, là, je voudrais faire l'appartement témoin, eh bien, j'inviterai des clients, je ferai un petit focus group, je regarde un peu ce qu'ils aiment pas, bon, ça c'est bien. Il y a des études quantitatives, des études qualitatives. Une nouvelle manière de travailler avec le client final, c'est de se dire, je prends Community, et je crée une communauté de clients bêta-testeurs. Ça veut dire, ce n'est pas des clients à qui je dis « donnez-moi des idées », non, c'est des clients que j'anime pour que quand moi j'ai une idée à tester, je leur demande et ils me donnent un feedback. Et je fais ça 1 à 2 fois par mois parce que… Et si je n'ai pas assez d'idées, la synergie, c'est que comme j'ai lancé un programme de relation avec les startups, par exemple, quand une startup vient me voir, si je suis un grand groupe ou une administration, mais même une PME un peu grosse, en fait, ce qui va intéresser la startup, c'est de tester quelque chose sur ma communauté de clients bêta-testeurs. Et voilà. Et du coup, là, vous avez 2 dispositifs d'open innovation qui sont hyper en synergie. Vous faites des partenariats avec les startups, et en même temps, l'offre de valeur qu'eux ont apprécié le plus, c'est le fait que vous avez une communauté de clients bêta-testeurs. En fait, c'est comme une communauté, on parle aussi de design thinking, c'est le pendant digital et je le disais tout à l'heure, ça crée en plus des opportunités de créer un type de relation avec le client. Alors, c'est plutôt adapté au B2C, pour des clients ci, je pense, mais c'est vraiment travailler différemment avec ses clients. Je vais passer là. Je vais passer parce que je pourrais vous en dire moi. Donc, à ce stade-là, voilà un peu l'open innovation. Voilà ce que ça fait. Ce qu'on fait finalement, nous, que vous sachiez un peu nos métiers, qu'est-ce qu'on fait? On actionne ces leviers chez des clients. Parfois, il y a des clients qui nous disent « Qu'est-ce que je devrais faire? Construis-moi une feuille de route sur 2-3 ans de quel levier je dois actionner. » On va plutôt commencer par l'interne. A priori, il faut plutôt mobiliser les collaborateurs. Tiens, là, les startups, il y a peut-être quelque chose à faire. Et les clients, etc. Et nous, nos projets, c'est ça, et c'est comme ça qu'on avance.